Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ça va mal, ça va très mal entre Pompée et César. Nous sommes à la fin de l'année 50 avant Jésus-Christ et les deux grands généraux sont en crise, une crise qui atteint un point de non-retour. Tous les deux sont auréolés de gloire. Pompée, sa gloire, il l'a acquise dans l'Orient méditerranéen. Quant à César, ai-je besoin de vous dire que c'est pendant toutes les campagnes de la guerre des Gaules qu'il l'a acquise, cette gloire. Alésia, c'était il y a à peine plus de 2 ans, vous voyez. Les alliances qu'ils ont l'un et l'autre conclues en 60, c'était ce qu'on appelait le premier triumvirat, et puis avant ça, en 56, les accords de Luc, tout ça est loin. Maintenant, c'est la guerre. En tout cas, c'est la lutte ouverte entre ces deux hommes d'exception, chacun utilisant les moyens les plus vils pour triompher de l'autre. César essaie de corrompre les partisans de Pompée. Pour ça, il lui consent des prêts gratuits. C'est pratique quand on est très riche, n'est-ce pas? Il comble les citoyens de toutes sortes de libéralités, il aide les nobles endettés à se sortir de leur situation. Bref, il est en train de récupérer un certain nombre des anciens affidés de Pompée. Et de son côté, l'autre grand général, Pompée, fait courir des propos diffamatoires sur César. Il dit que César est l'homme de toutes les femmes et la femme de tous les hommes, dit-il. Mais il mésestime gravement la force de son adversaire tant il est persuadé que tous les Romains vont le suivre dans la guerre civile. Si jamais guerre civile il en est sûr et il a peut-être tort. Bon, c'est vrai que Pompée dispose d'un avantage important, c'est d'être à Rome, où il cumule les pouvoirs. César, lui, est retenu pendant très longtemps en Gaule. Il lui faut agir à distance. Et quand on dit que si César marchait sur Rome, on ne voit pas avec quelles troupes on pourrait lui résister, eh bien, Pompée regarde ça d'un peu haut. Il dit en riant qu'il ne faut pas s'inquiéter. En quelque endroit de l'Italie où je frappe du pied, il en sortira des légions, nous dit. C'est en tout cas ce que Plutarque fait dire à Pompée. Vous savez que Plutarque écrit tout ça bien après, mais à partir de sources dont on doit pouvoir considérer qu'elles sont fiables. En 50, donc 50 avant notre ère, les deux proconsuls disposent d'armées qui sont très importantes. L'avantage dans ce domaine, il va plutôt à César. Ses légionnaires sont très aguerris. Il y a ces campagnes terribles et interminables qui se sont déroulées en Gaule chevelue, où César a fini par triompher de Vercingétorix. Et le général César est devenu une sorte d'idole pour ses troupes, qui sont fanatiquement dévouées. C'est moins le cas dans le camp de Pompée. Et d'ailleurs, l'autre proconsul a l'intention d'obliger son rival à licencier ses troupes, à en faire un simple citoyen de nouveau. César fait comme s'il allait accepter ce nouveau statut, à condition que Pompée fasse de même, dit-il. En fait, il n'a aucunement l'intention de se priver de l'appui de ses légions, et son but et de les garder jusqu'à son élection au consulat qu'il compte briguer d'ici quelques semaines, nous dit Catherine Sall. Catherine écrivait ça dans un numéro d'Historia paru en décembre 2012. Ainsi, poursuit-elle, il n'y aura pas d'hiatus dans ses pouvoirs militaires. Les mois de décembre 50 et de janvier 49 sont occupés par des luttes très violentes au Sénat, où les partisans des deux chefs appuient leurs favoris. Bon, on imagine bien, on voit très bien le Sénat romain qui s'écharpe, la moitié pour César, l'autre pour Pompée. Cicéron, sans illusion d'ailleurs, a choisi le camp de Pompée plutôt que celui de César, pour des raisons qui sont, politique. Il sait que Pompée respecte l'ancien ordre, les privilèges de l'aristocratie, les patriciens, si vous voulez. Alors que du côté de César, il n'y a rien à attendre dans ce domaine. César est chez les populares. Si l'on devait, mais c'est un peu délicat, si l'on devait faire une comparaison avec la politique d'aujourd'hui, on dirait que globalement Pompée représente la droite et César la gauche. C'est plus complexe que ça en vérité. Cicéron s'inquiète pour ce qui est de l'issue du conflit. Voici ce qu'on lit dans les lettres à Atticus au 26 décembre. C'est quand il était faible, c'est César, bien sûr. C'est quand César était faible qu'il fallait lui résister. Et c'était facile, dit Cicéron. Aujourd'hui, 11 légions, toute la cavalerie qu'il voudra, les transpadants, la plèbe urbaine, tant de tribuns de la plèbe, une jeunesse prête à tout risquer,
et son autorité de chef et son audace. Voilà l'homme avec lequel il faut combattre à mort ou composer, en lui reconnaissant le privilège qu'une loi lui accorde. La guerre, dis-tu, plutôt que l'esclavage? À quelle fin? En cas de défaite, la proscription. En cas de victoire, l'esclavage tout de même. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je ne vous ai pas dit qu'en cette année 50, enfin au passage de l'an 50 à 49, César a 51 ans. Il est quasiment chauve maintenant, mais ça n'en reste pas moins un athlète, un sportif en tout cas, adoré de ses soldats, je vous l'ai dit. Il a partagé avec eux des victoires extraordinaires, mais aussi de lourdes défaites. Jamais on ne l'a vu se draper dans sa dignité de commandant en chef ou s'octroyer des avantages que n'aurait pas le plus humble des légionnaires de son armée. Voici ce qu'à ce propos nous dit Suétone. Dans les marches, il précédait son armée, quelquefois à cheval, mais le plus souvent à pied, et la tête toujours nue malgré le soleil ou la pluie. Il franchissait les plus longues distances avec une incroyable célérité, sans apprêt, dans une voiture de louage. Si les fleuves l'arrêtaient, il les passait à la nage, sur des outres gonflées, et il lui arrivait souvent de devancer ses coursiers. Oh, il y a un peu quelque chose du héros mythologique dans les descriptions qu'on donne d'un César constamment au milieu de ses troupes, mais c'est sans doute vrai, tout ça n'est pas venu de rien. En janvier 49, donc César est de retour chez lui, si je puis dire, dans la Gaule cisalpine, à Ravenne. C'est la province romaine, disons, mais qui est aux abords immédiats de la Gaule. Le Sénat lui demande de se démettre de ses pouvoirs proconsulaires au profit de Domitius Aenobarbus, qui a été désigné comme son successeur, sous peine de devenir ennemi de l'État. On ne plaisante pas au Sénat. Les partisans de César, et notamment le fameux Marc-Antoine, bien sûr, mais aussi Longinus, vont opposer leur veto à cette décision, et le Sénat, à ce moment-là, n'a plus le choix. Il est allé trop loin, donc il faut voter un senatus consulte ultime qui va affranchir les consuls du respect des règles républicaines et qui va leur donner toute latitude pour intervenir. Et là, César n'a plus le choix. S'il obtempère, il met fin à sa carrière parce qu'il va redevenir simple particulier, il va être traîné en justice, il devra rendre compte de toutes les actions qu'il vient de mener. Impossible à envisager. Donc, il veut, lui, se venger de la majorité sénatoriale et se venger de Pompée, bien sûr. Tous ces gens qui veulent en faire un simple citoyen n'ont rien compris à la situation politique de fond. Et puis surtout, César, ne l'oubliez jamais, César est mu, César est dévoré par cette espèce d'ambition démesurée. Il s'agit d'être le premier à Rome. On le voit qui réfléchit sans d'ailleurs prendre conseil de son entourage. Il ne se fie qu'à sa fortune, vous savez. Après tout, il descend lointainement de Vénus. Enfreindre la loi lui apparaît comme une nécessité. Il justifie ça à plusieurs reprises en citant ces deux vers des Phéniciennes d'Euripide. Il faut vous dire que César vit complètement dans la culture grecque. Il cite constamment les grands auteurs grecs. En effet, s'il faut violer le droit, dit Euripide, que ce soit pour régner, dans les autres cas, respecter la justice. Vous avez le droit de violer le droit, mais si c'est pour accéder au pouvoir. Et voilà comment il va se livrer en public à des activités banales. Il assiste à des exercices de gladiateurs qu'on donne pour les habitants de Ravenne. Il se fait apporter les plans d'une école de lutteurs de la reine qu'il a l'intention de construire à Ravenne. Il examine tout ça. Il donne son opinion. Bref, il donne le change. La seconde partie de la journée du 11 janvier se déroule assez simplement. César prend un bain. Il participe à un banquet au milieu d'une nombreuse compagnie. En vérité, il est en train de préparer un coup d'État qui lui permettra de l'emporter sur Pompée, de s'emparer du pouvoir à Rome. Il se rend compte qu'il n'a qu'une solution pour annuler les effets du Senatus Consultum Ultimum, n'est-ce pas, de cette espèce de décision sénatoriale qu'il frappe maintenant. Il faut qu'il passe en Italie, qu'il franchisse, qu'il aille vraiment dans la péninsule avec ses troupes pour aller faire un coup de force contre Rome. Vous imaginez le degré de la transgression. Il faut qu'il franchisse la limite symbolique entre toutes, le fleuve Rubicon. Vous écoutez Radio Classique. Je vous ai parlé du Rubicon, ça y est.
Le mot est lâché, le nom est prononcé. Ce Rubicon, c'est un petit fleuve côtier qui est au nord de Rimini, qui sépare la province de l'Italie, qui se jette donc dans l'Adriatique entre Ravenne et Rimini. Et les Romains ont investi ce petit fleuve d'une importance sacrée parce qu'il représente beaucoup plus qu'une frontière. C'est la limite qu'aucun général romain n'a le droit de franchir à la tête de ses troupes expéditionnaires. Il faut s'il doit franchir cette limite avec ses troupes, alors il faut qu'il y soit expressément invité par le Sénat. Sinon, il est immédiatement déclaré rebelle à la patrie, ennemi de la patrie. La loi romaine assimile cette transgression-là au crime suprême, et alors là, la punition est évidente, c'est la peine de mort. Il y a juste un petit pont qui permet de passer d'une rive à l'autre du Rubicon. Vous imaginez le symbole, un petit pont, un ponticulum, comme disent les latins. Dans les plaines vallonnées qui bordent ce petit fleuve, il n'y a guère que des bergers qui font paître leurs troupeaux et qui donc seront, si l'acte irrévocable se produit, ils en seront les seuls spectateurs. La valeur symbolique du Rubicon est une chose qu'on n'a même plus moyen de se représenter aujourd'hui. D'un côté, vous avez la province de la Gaule cisalpine, dont le gouverneur impose la puissance romaine avec son armée. Le gouverneur, c'est César, vous l'avez bien compris, le vainqueur de Vercingétorix. Et de l'autre, en bas, si je puis dire, vous avez l'Italie. L'Italie où on n'a pas le droit de pénétrer en armes. C'est un peu le sanctuaire dans lequel on arrive désarmé. Alors, avant César, d'autres généraux ont déjà transgressé la loi et fait passer leurs armées sur le sol italien. Ce sont des violations du droit qui toujours ont été suivies de guerres civiles. César sait exactement ce à quoi il s'expose. Il sait notamment que sa réputation va en prendre un coup terrible s'il franchit le Rubicon. Or, il a toujours, lui, eu un sens aigu de sa renommée. Il ne veut pas notamment que sa postérité, car César travaille pour les siècles, une fois que vous avez compris ça, j'allais dire vous avez tout compris, il ne faut pas que la postérité le considère comme un factieux, vous voyez. Il veut au contraire apparaître comme le redresseur de tort. Et dans son livre de la guerre civile, qui relate sa prise de pouvoir, il ne dit pas un mot du passage du Rubicon. On connaît l'épisode par d'autres historiens, par Suétone, bien sûr, dans sa vie des 12 Césars, et puis par Plutarque dans ses vies parallèles. Lucain également en a fait un épisode de la Pharsale. Tout le succès de l'entreprise repose sur sa promptitude et sur l'effet de surprise qui empêchera ses adversaires à Rome de prendre les mesures nécessaires pour contre-attaquer, nous dit toujours la chère Catherine Sall, que je salue au passage. C'est pour cela que cette journée donne l'impression d'une banalité inoffensive. Assez fort, ça. On est obligé de faire comme si de rien n'était. On va traverser le Ponticulum en sifflant et en regardant en l'air, vous voyez. César, pour ne pas éveiller les soupçons, fait partir en avant quelques tribuns militaires, des centurions pour qu'ils aillent s'installer à Ariminum, et lui-même, pendant le repas qu'il est en train de partager avec les habitants de Ravenne, se lève de table à la tombée de la nuit, il dit qu'il va revenir, enfin tout ça est très normal. En réalité, on a déjà attelé des mulets à un chariot de boulangerie, c'est une boulangerie voisine, et César part en catimini avec une toute petite escorte, il emprunte des chemins de montagne, bien sûr pas question qu'on le voit sur la route qui mène directement au Rubicon, et dans l'obscurité, il se perd d'ailleurs à plusieurs reprises, on ne sait plus trop où on est, il faut un guide qu'on rencontre au petit matin pour retrouver la route et finalement c'est à pied par des sentiers abrupts, à la lueur vacillante de flambeaux qui commencent à devenir assez faibles, qu'on arrive au bord du modeste fleuve. Et là, déjà, sur les bords du Rubicon, sont en train de camper des troupes immenses. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le mieux, c'est d'aller voir ce que dit Suétone de tout ça. Donc, ça y est, César, dans son chariot de boulangerie, enfin surtout, ayant quitté le chariot pour finir à pied par des petits sentiers abrupts, est arrivé au bord du fleuve où il a retrouvé ses cohortes. Voici ce que dit Suétone. Il s'y arrêta quelques instants et réfléchissant aux conséquences de son entreprise, « Il est encore temps de retourner sur nos pas, dit-il à ceux qui l'entouraient. Une fois ce petit pont franchi, c'est le fer qui décidera de tout. » Il hésitait. Un prodige le détermina. Un homme d'une taille et d'une beauté remarquables apparut tout à coup, assis à peu de distance et jouant du chalumeau. Des bergers et de très nombreux soldats des postes voisins, parmi lesquels il y avait des trompettes, accoururent pour l'entendre
Il saisit l'instrument d'un de ces derniers, s'élança vers le fleuve et, tirant d'énergiques accents de cette trompette guerrière, il se dirigea vers l'autre rive. « Allons, dit alors César, allons où nous appellent les signes des dieux et l'injustice de nos ennemis. Le sort en est jeté. » Bah oui, vous connaissez l'expression, hein. D'ailleurs, très probablement, si l'on en croit Plutarque, César fait citation ici du comique athénien Ménandre. Donc il prononce en grec cette formule restée célèbre, Alea jacta est. En grec, ça devient anerifto kubos. Kubos, c'est le dé. Anerifto, c'est un impératif passif. Autant dire qu'en français, il faudrait traduire que le dé soit jeté, ce qui en latin donne alea jacta esto. Sauf qu'on a pris l'habitude de dire Alea jacta est. Il semblerait d'ailleurs que plus tard, le non moins célèbre Tu quoque Hémiphili, vous savez, qui s'adresse à Brutus au moment de l'assassinat, et lui aussi était prononcé en grec. Bref, Suétone est favorable à César, vous l'aurez compris. Il brosse un portrait très élogieux du général, celui d'un homme prudent, qui au début s'en remet presque à la vie des soldats. Mais c'est aussi et surtout un homme favorisé par les dieux, nous dit Sylvie Léniaud-Fontaine. Il parvient égaré à retrouver son chemin grâce à un guide rencontré par chance, mais alors qu'il hésite, une apparition surnaturelle. La taille et la beauté sont à Rome, le signe des dieux apparaît pour le convaincre et le guider. Il s'engage certes dans l'illégalité, mais il y est conduit non par l'ambition personnelle, mais par les signes des dieux et l'injustice de ses ennemis. C'est en tout cas comme ça que Suétone nous dit que César a envisagé les choses. César engage donc ses soldats sur ce petit pont qui est très étroit. Ils sont presque 5000, ce qui veut dire que la traversée a dû durer, même si on les fait marcher au pas rapide, ça dure des heures, et les troupes sont enthousiastes. Elles observent de loin leur général. Elles n'ont pas l'air de manifester beaucoup de réticence devant ce qui est un véritable coup de force qui les met hors la loi et qui pourrait menacer même leur vie. Les trompettes sonnent, les cavaliers, les fantassins traversent avec joie et on avance rapidement et en bon ordre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et une fois tous les Romains rassemblés sur la rive italienne, César, qui est entouré des 2 tribuns Antoine et Cassius, va se présenter devant ses hommes. Ça y est, là maintenant, on a franchi le Rubicon, hein. On est dans la région dite italienne, c'est-à-dire que la transgression est commise, le sort en est jeté. Il faut maintenant expliquer cette décision, il faut convaincre tous les soldats de la légitimité de cette aventure incroyable dans laquelle le vainqueur de Vercingétorix est en train de les entraîner. Alors, on sait que César a un don incroyable pour la parole, vous savez, c'est un orateur hors du commun. Il connaît sa rhétorique sur le bout des doigts, il faut dire qu'il a reçu la plus extraordinaire des éducations. Et il a des gestes très spectaculaires pour impressionner son auditoire et se montrer le plus persuasif possible. On dit notamment qu'il accentuait beaucoup les consonnes, César, quand il parlait, ce qui donnait à ses propos, même si la voix n'était pas forcément tonitruante, ce qui leur donnait une clarté facile à repérer. Alors en même temps, on l'entend bien dans les premières lignes, c'est plus difficile quand on s'éloigne de l'orateur, d'autant plus que la voix est entrecoupée de pleurs, car César veut montrer à ceux qui sont là devant lui à quel point il est ému, à quel point la transgression ne le laisse pas indifférent, bien sûr. Il en est carrément jusqu'à déchirer ses vêtements, à mettre sa poitrine nue. Il témoigne de sa douleur d'avoir dû enfreindre les lois de Rome. Mais il n'a pas été lui-même victime d'un acte illégal, demande-t-il, qu'ont fait les sénateurs. Est-ce qu'ils n'ont pas déclaré César ennemi public avec leur Senatus Consultum Ultimum? Après tout, que pouvait-on faire d'autre? Et les soldats sont pas très difficiles à convaincre, hein. Bien sûr qu'ils acclament leur chef, bien sûr qu'ils vont courir à ces trousses. Or, une fois le Rubicon franchi, tout va très vite, hein. La prise d'Ariminum, qui se trouve à quelques-uns de nos kilomètres du fleuve, n'est qu'une formalité. César est rejoint très vite par ses autres légions, hein, toutes celles qui descendent de la Gaule cisalpine, et il peut entamer en moins de 2 mois une marche victorieuse vers Rome, une marche victorieuse qui va faire de lui le maître de l'Italie. Je cite une dernière fois Catherine, tandis que la panique s'empare de Rome, que Pompée prépare sa fuite en Grèce, l'impérator concrétise le coup d'État
qu'a été le passage du Rubicon. Oui, personne n'est dupe, tout le monde a bien compris qu'il s'agissait d'un défi politique majeur et qui va entraîner combien d'années de guerre civile à Rome. Désormais, pour César et pour Rome, les dés de la vie sont jetés. Vous écoutez Radio Classique.